Bonsoir. Combien sont-elles les affaires non élucidées dans les différentes juridictions du pays? Combien sont-ils ceux-là qui sont incarcérés sans pour autant que leur culpabilité n'ait été matériellement démontrée? Je me permettrai cette citation. Les enquêtes judiciaires ne sont pas toujours menées selon les règles de l'art. Les méthodes utilisées par les officiers de police judiciaire, même si elles ont pu produire quelques résultats jusqu'ici, mérite d'être repensé et recentré pour se conformer aux principes de trace et d'individualité, car de nos jours encore, les décisions des juges sont motivées par des aveux, les témoignages et l'intime conviction du juge. C'est une citation de l'auteur que vous allez découvrir dans quelques minutes. Ce constat est donc fait par un cadre de la police judiciaire. Fort de son expérience et des dégâts causés par ces imperfections citées plus haut, mon hôte a choisi d'écrire un livre pour partager ses connaissances et contribuer à la mise en œuvre d'une justice non pas irréprochable dans l'absolu, mais plus efficace dans ses missions. Les techniques d'enquête criminelle, c'est le titre de l'ouvrage, que le commissaire de police principal Jean-Pierre Moutassi met à la disposition de tous les acteurs judiciaires. Il parle, entre autres, de la typologie des crimes et des contestations médico-légales. L'auteur a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de la police judiciaire camerounaise, tout comme il a pris part aux nombreuses réunions internationales et séminaires de formation. Actuellement chef de service des commissions rogatoires, instruction du parquet et du suivi des activités BAN internationales à la division régionale de la police judiciaire du centre, Jean-Pierre Moutassi est donc l'invité de cette édition et je vous assure qu'il est déjà dans le mythique fauteuil rouge. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir, bonsoir STV et bonsoir à tous mes compatriotes. Merci d'être parti spécialement de Yaoundé pour nous honorer dans le cadre de cette émission. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Et je dis que je reçois certes le haut gradé de la police camerounaise, mais le temps d'une émission, vous me permettrez de parler davantage à l'auteur que vous êtes. Ne vous sentez certainement pas offusqué si je vous appelle par votre prénom, comme j'ai d'ailleurs commencé, soyez-en convaincus. J'ai une très haute image de la police nationale. Merci. Alors, un livre sur les enquêtes judiciaires, ce n'est pas courant. Et encore moins l'auteur, c'est peut-être logique, mais vous m'expliquerez aussi cela, est du métier. Y a-t-il péril dans la demeure? Non, ce n'est pas qu'il y a péril à la demeure, mais vous savez que vous ne pouvez, personne d'autre ne peut mieux parler de vous que vous-même. Absolument. Parce que vous vous connaissez très bien, vous connaissez votre corps. Il n'y a que vous pour parler de manière objective et identifier les points névralgiques. Alors, quand on parle de police ou alors d'enquête judiciaire, est-ce qu'on peut faire un état des lieux? Peut-être une synthèse? Oui, l'état des lieux, c'est ce qu'on trouve à l'introduction et dans l'avant-propos. C'est que vous avez parlé de péril en demeure, il n'y en a pas, parce que les méthodes que nous utilisons actuellement donnent des résultats. Mais il faut aller au-delà, parce que l'enquête judiciaire vient de loin. Vous verrez qu'au Moyen-Âge, les juges utilisaient la dénonciation, les témoignages et l'intime conviction du juge pour incarcérer des personnes suspectées d'avoir commis des crimes ou des délits. Mais depuis le 19e siècle, avec la révolution scientifique, des recherches ont été menées. Les policiers, les magistrats, les médecins et les autres scientifiques se sont réunis pour penser une nouvelle façon d'administrer la preuve. Parce que les preuves qu'on utilisait au Moyen-Âge, celles que je viens de citer, étaient sujets à caution. Et on avait constaté que certains dénonciateurs eux-mêmes avaient participé parfois à la commission du crime. Il fallait qu'ils s'entendent, peut-être pour nuire quelqu'un, et ils venaient témoigner contre la personne.
Ayant donc constaté que ces preuves étaient nocives pour la société, on a pensé à mettre sur pied des méthodes qui produisent des éléments probants qui sont capables de certifier hors de tout doute raisonnable que la personne qui est suspectée d'avoir commis le crime est la bonne. Donc, en fait, c'est ça l'enjeu, la certitude entre l'acte, je ne sais pas comment vous l'appelez, la personne qui est soupçonnée et l'élément matériel. Tout à fait. Chez nous, on l'appelle le suspect. Le suspect. Voilà, au stade de l'enquête de police, c'est le suspect. Bon, ça va évoluer en fonction il peut être, il sera prévenu, il sera accusé, ainsi de suite. Ça dépend de la phase de la procédure. Alors, je voudrais m'inspirer une fois de plus d'un passage. D'ailleurs, c'est dans l'avant-propos, vous l'avez peut-être résumé, je voulais le dire tel qu'il est écrit. En réalité, certains officiers de police judiciaire n'ont aucune compétence dans les enquêtes criminelles. Il n'y a qu'à observer la confusion qui règne le plus souvent sur la scène de crime. La carence des règles de procédure et les techniques modernes d'investigation sont à l'origine de la non-résolution de la plupart des affaires criminelles. En l'état actuel, comment se fait une investigation ou une enquête criminelle? Bon, à l'état actuel, lorsque vous déposez plainte, vous êtes entendu. On dit que vous confirmez les termes de votre plainte. Ensuite, s'il y a un mis en cause ou un suspect, il est également entendu. Après, vous passez à la confrontation des parties. Et quelquefois, il y a une descente sur les lieux et constatations. Mais est-ce que ceux qui ne font pas la descente sur les lieux sont pour autant blâmables? Bon, ceux qui ont vu la plus belle fille du monde nous ont dit qu'elle ne peut donner que ce qu'elle a. Absolument. Voilà, bon, parce que personnellement, je ne l'ai jamais vue. Absolument. Mais ceux qui l'ont vue nous ont dit qu'elle ne peut donner que ce qu'elle a. C'est ce que vous avez appris, que ce soit à l'école, que ce soit dans votre métier, c'est ce que vous pouvez restituer. Absolument. Voilà. Donc, en principe, lorsqu'il y a un crime signalé, il faut absolument une intervention sur la scène des crimes. C'est le terme technique. Une intervention sur la scène des crimes parce que c'est la scène des crimes qui regorge de tous les éléments qui peuvent permettre à identifier et interpeller le suspect. Et vous avez le sentiment que dans le process d'enquête, pour l'instant, c'est l'élément le plus faible? Oui, pour l'instant, c'est le maillon faible, c'est-à-dire que l'administration de la preuve. Il est difficile de matérialiser. Alors, en première partie, vous parlez de la typologie des crimes. Oui. De quoi s'agit-il? La typologie des crimes, vous verrez que j'ai listé, parce que l'officier de police judiciaire peut se retrouver face à plusieurs types de crimes de sang. Ça peut être une noyade, ça veut dire qu'un crime violent maquillé en noyade. Ça peut être un crime violent maquillé en suicide, peut-être pas avec une arme à feu. Ça peut être un empoisonnement. Ça peut être la strangulation, ça peut être la pendaison. Bien, il y a donc des formes anatomopathologiques de chaque crime. Par exemple, si on soupçonne une noyade, il y a des signes qui prouvent que la personne s'est noyée. Par exemple, si le corps a fait 24 heures ou 48 heures dans l'eau, vous avez l'œil de poisson, vous avez la main de gant, ça veut dire que vous voyez au niveau de la main la peau qui se détache. Vous avez l'eau dans les poumons, mais pas toujours, parce que ça crée souvent une polémique. Lorsque le corps est découvert dans l'eau, on regarde le ventre, on dit que non, le ventre n'est même pas gonflé, il n'y a pas l'eau dans le poumon, on dit qu'il n'y a pas eu noyade. Non. Ça ressemble à une actualité relativement récente. Oh, bon. Là, on a fait de parler. Pour bien se comprendre. Bon, donc, il y a les micro-algues, telles que les diatomées, qui sont les marqueurs de la noyade. Ça veut dire que, même si on n'a pas trouvé l'eau, même si on n'a pas trouvé des lésions au niveau des voies respiratoires qui témoignent de l'asphyxie, bon, les micro-algues, dès qu'on les trouve, on conclut que la personne s'est noyée parce que
La personne peut se noyer, par exemple, en chutant directement dans l'eau. Ça veut dire qu'il y a syncope, ça veut dire que la personne, au moment où elle tombe, la respiration s'arrête, c'est l'évanouissement et puis elle sombre. Bon, en ce moment-là, on ne trouvera pas évidemment de liquide. Puisqu'il n'y a plus de mouvement de respiration. Il n'y a plus de mouvement de respiration. Donc, il y a des signes. Et puis, lorsque, par exemple, le corps voyage dans l'eau, il y a ce qu'on appelle des lésions de charriage. Les lésions de charriage, ce sont des petites blessures que l'on va retrouver sur le corps. Lorsqu'il y a asphyxie, par exemple, il y a des signes qui montrent que la personne était vivante au moment où elle était suspendue au bout de la corde. Et il y a également les signes qui montrent que cette personne était déjà morte au moment où on la suspendait. Donc, le médecin légiste, lorsqu'on descend sur les lieux pour la levée de corps, parce que la levée de corps ici, c'est l'examen de la dépouille sur les lieux du crime et elle a pour but de déterminer l'heure probable de la mort, la cause probable de la mort et le mode opératoire du criminel. Ça, c'est la levée de corps. Bien. Et elle se fait sur la scène des crimes et elle se fait avec un médecin légiste. Bon, lorsque nous produisons l'ouvrage, c'est pour rendre l'officier de police judiciaire indépendant. Je m'amuse souvent à demander à certains de mes élèves s'ils ont déjà vu un jour le visage d'un médecin légiste. Et il y en a qui m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu le visage d'un médecin légiste. C'est pour dire que les médecins légistes sont rares. Absolument. En dehors peut-être des villes de Douala et Yaoundé, où on peut se permettre le luxe d'avoir un légiste. Celui qui est à l'arrière-pays ne le verra jamais. Parfois même le médecin-chef du coin n'est jamais là. Donc, l'officier de police judiciaire, son travail ne doit pas être entravé parce qu'il n'y a pas de médecin. Lui-même doit savoir que lorsque je suis face à une situation, peut-être un corps qui est à l'air libre ou bien qui est dans un milieu clos, dans un environnement clos, il y a des signes qui peuvent, il y a des méthodes. Par exemple, si vous avez parcouru le livre, il y a par exemple l'entomologie médico-légale, il y a la méthode le monogramme de Hens, il y a le thermomètre, il y a une panoplie de techniques qui permettent à l'officier de police judiciaire de dater la mort. L'entomologie médico-légale dont je vous ai parlé, c'est la science des insectes. Okay. Lorsque la personne décède, quel que soit le lieu où se trouve le corps, il y a des insectes macrophages qui viennent déposer les œufs sur la dépouille. Et ces insectes se nourrissent du cadavre. Et lorsqu'elles déposent ces insectes déposent les œufs, ces œufs ont une période d'incubation. Et à partir de là, lorsque l'entomologiste vient, il peut dater la mort à partir de l'évolution des larves. Et en général, il y a 9 escouades qui se déposent sur le corps après le décès. Et ça peut aller jusqu'à 3 ans. Ça veut dire qu'avec les insectes, on peut dater la mort au-delà de 3 ans. Alors quand je vous entends, quand je vous écoute, j'observe bien que la médecine légiste, le médecin légiste est quand même une science un peu à part. Est-ce que les éléments de la police judiciaire suivent une formation particulière ou alors ce sont des... Parce que je sais qu'il y a des médecins qui rentrent dans la police, il y a des différents corps qui s'intègrent dans la police. Est-ce que vous recrutez parmi ces officiers de police judiciaire ou ces éléments de la police judiciaire ceux qui ont déjà des prédispositions, qui ont déjà des qualifications dans la médecine ou alors dans la formation des éléments, il y a des modules qui sont inculqués à ceux-là qui viennent dans vos rangs? Bien, le médecin légiste, c'est d'abord un médecin. D'accord. Bon, après, il fait une spécialisation pour être légiste. Parce que la légiste vient de loi, de législation. Il doit connaître la loi. Bien, lorsque vous avez affaire à un médecin légiste qui intervient dans une affaire d'homicide, vous n'avez pas trop d'indications à lui donner. Il sait déjà ce qu'il doit rechercher pour résoudre l'affaire. Par contre, si vous avez affaire à un médecin généraliste,
vous êtes obligé de le guider. Ça veut dire que vous lui dites très gentiment, bon, donc tu as vraiment essayé, si vous soupçonnez peut-être un empoisonnement, bien, dites-vous, vous savez, l'officier de police judiciaire, lui, déjà, il sait que le poison s'élimine par les ongles, par les cheveux, par le foie. Bien, dites-lui que, docteur, pardon, faites-moi l'histologie des cellules du foie ou bien une chromatographie des ongles ou des cheveux, couplée peut-être d'une spectrométrie de masse. La chromatographie va vous montrer la nature du produit nocif que la victime a absorbé, pendant que la spectrométrie va vous montrer les quantités. Parce que quelqu'un peut ingérer un poison, mais pas une dose mortelle. Si la personne décède, on ne dira pas que c'est le poison, c'est ce poison qui l'a tué. Il faudra chercher autre chose. Donc l'officier de police judiciaire doit, qui est le directeur d'enquête en général, parce que quand on dit directeur, ça veut dire qu'il donne des directives, ça veut dire que c'est lui qui est le chef d'orchestre. Donc il peut avoir à sa disposition une dizaine, voire plus de spécialistes. C'est à lui d'assigner une tâche à chaque spécialiste en fonction du résultat recherché. Et pour cela, il y a des prérequis. Il y a des prérequis. Il y a des prérequis. L'enquête criminelle, ces derniers temps, évolue chez nous, mais elle n'est pas codifiée. Vous allez constater, par exemple, que presque tous les officiers de police judiciaire utilisent la technique de géolocalisation. Peut-être qu'ils ne savent pas que le terme, cette technique s'appelle la géolocalisation. Ils le font. Par exemple, lorsqu'il y a une plainte, peut-être un escroc qui se balade, on saisit l'opérateur, on lui demande les listings d'appel. Bien, ça c'est de la géolocalisation parce que l'opérateur, via le système GPS, localise le suspect. Il peut vous dire les derniers appels reçus ou les derniers appels émis étaient à tel endroit. Ça, c'est la géolocalisation. Et en Europe également, on utilise la géolocalisation, par exemple, les sociétés, des transports, des devises. Et même, ici dans notre pays, il y a des particuliers qui utilisent la géolocalisation pour contrôler leurs véhicules, les autobus, les camions. Je crois que la douane camerounaise également utilise la géolocalisation. Et justement, quels sont donc les différents types de crimes? Une fois que tout cela a été mis en branle, est-ce que vos enquêtes vous permettent de vous déployer, quel que soit le type de crime? Les enquêtes nous permettent de nous déployer, quel que soit le type de crime. Mais le problème ici, c'est comme je vous ai dit au début, la preuve. Absolument. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un a avoué un crime qu'il a forcément commis. Moi, dans ma carrière, j'ai déjà eu à faire aux personnes plusieurs fois qui ont avoué les crimes dont ils ne connaissaient même pas les contours. Bon, cela signifie que l'aveu qui était tant recherché, parce que quand vous lisez le code de procédure pénale, vous lisez le code pénal, vous allez constater que les droits de l'homme, il y a eu un accent sur les droits de l'homme. Ouais. Et cet accent qui a été mis sur les droits de l'homme relève du fait que les officiers de police judiciaire torturaient les suspects pour obtenir les aveux. Absolument. Or, dès lors que l'aveu n'est plus la mère des preuves, parce que je vous ai dit au début que c'est au Moyen-Âge que l'aveu était la reine des preuves. Bon, nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. D'abord, depuis le XIXe siècle, l'aveu n'est plus la reine des preuves. Ça ne sert donc à rien. Dès lors que la valeur de l'aveu tombe, l'officier de police judiciaire n'a plus aucune raison soit de torturer, soit d'extorquer les aveux, ou alors de passer par les manœuvres malines ou quoi pour essayer de recueillir les aveux de la part du suspect, puisque c'est une preuve qui est sujette à caution. Et vous voyez souvent dans les procès, que ce soit chez nous ou ailleurs, quelqu'un qui a avoué un crime, après il se rétracte. Il se rétracte, bon, peut-être parce que son conseil est venu lui dire, mais non, il ne fallait pas accepter, et ainsi de suite. Il se rétracte,
Là, en ce moment, c'est sa parole contre celle de l'officier de police judiciaire. Bon, maintenant, ce qui renforce souvent cette aveu, c'est peut-être qu'il y a eu 2 témoins qui sont venus dire non, 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 vraiment, non, c'est lui, nous on l'a vu à telle heure, il était là, et ainsi de suite. Et vous prenez 20 ans, vous prenez 15 ans. Donc, il y a un problème pour montrer hors de tout doute ou tout doute raisonnable que c'est le bon criminel, il faut les preuves scientifiques. Et la preuve scientifique, c'est l'empreinte digitale, c'est l'empreinte génétique. Il y a également les preuves indirectes, ça peut être les traces de pas, les traces de chaussures, ça peut être les herbes, ça peut être des insectes, ainsi de suite, qui vous relient directement à la scène de crime. Alors venons-en de façon plus schématique dans votre livre. Comment est-ce que vous l'avez structuré cet ouvrage? Bien, nous avons structuré l'ouvrage en fonction des cas qui nous parviennent généralement. Vous verrez que vous avez la pendaison, vous avez la strangulation, vous avez la noyade, vous avez aussi les coups et blessures, vous avez l'empoisonnement. Bref, il y a des crimes et je crois que nous avons ajouté également les cambriolages parce que c'est aussi des infractions qui sont qualifiées de crimes, les cambriolages. Donc c'est en fonction des cas que nous recevons généralement et qui posent problème. Parce que là, nous avons voulu donner des outils, n'est-ce pas, à tout officier de police judiciaire qui est face à un cas de pendaison. Il faut qu'il puisse dire au procureur de la République, monsieur le procureur, il ne s'agit pas d'une pendaison, mais c'est un homicide qui a été maquillé en pendaison. Et justement, dans le cas des enquêtes, vous l'avez peut-être relevé, quelles sont les difficultés que vous rencontrez ou autrement, quelles sont les subtilités qu'il faut mettre en branle pour justement éviter ce genre de confusion-là lorsque vous menez une enquête? Lorsqu'on mène une enquête, il faut d'abord savoir ce qu'on cherche. Il faut savoir, lorsque vous avez déjà mis le cap, vous trouvez les moyens pour y parvenir. Bon, généralement, il y en a qui disent « Oh, vraiment, il n'y a pas de matériel, nous n'avons pas de moyens. » Non. Lorsque vous savez ce que vous voulez, vous ne demandez pas les moyens. Vous-même, vous pouvez les trouver. Par exemple, on peut bien prélever les empreintes avec de la farine et un pinceau. Ça veut dire que si vous n'avez pas la poudre magnétique, pour la seule volonté que vous avez de confondre le criminel, vous pouvez trouver des astuces pour prélever cette empreinte que vous trouvez sur la scène de crime. Alors, les techniques sont-elles les mêmes entre un assassinat, un homicide, une noyade, dans les enquêtes, la recherche de la preuve? C'est quoi? C'est le flair? Ou alors il y a une méthodologie scientifique? Vous avez des instruments pour y parvenir? Ça se passe comment? Il y a du matériel. Lorsque on intervient sur une scène de crime, la première chose que le directeur d'enquête fait, c'est le choix des hommes. On vous a dit qu'il y a une affaire, par exemple, d'incendie criminel. Vous savez que s'il faut descendre sur une scène d'incendie, vous devez, par exemple, avoir un renifleur d'hydrocarbures qui vous permet de savoir s'il y a eu des accélérants et en même temps, ça vous permet de savoir qu'il s'agit d'un incendie criminel. Vous devez descendre avec un technicien de la société d'électricité. Bon, chez nous, ce n'est que eux qui sont, c'est eux qui sont agréés, spécialisés. Bon, ils vont vous dire s'il y a eu surchauffe des fils, ils vont vous dire si c'est un court-circuit qui a créé ce surchauffe. Bref, ils vont déterminer si l'incendie a été accidentel ou criminel. Donc, vous avez besoin de ces spécialistes. Vous avez besoin des sapeurs-pompiers parce que lorsqu'il y a incendie, c'est eux qui sont qualifiés pour éteindre l'incendie. Et dès que l'incendie est maîtrisé, c'est en ce moment-là que la police technique et scientifique arrive. Et lorsqu'elle arrive, la procédure est la même. Première chose, il faut sélectionner la scène de crime, donc la délimiter. Deuxième chose, il faut la sécuriser pour qu'elle ne soit pas polluée par des curieux qui viennent regarder comment peut-être les dégâts ou bien lorsqu'il y a un corps. Vous voyez souvent lorsqu'il y a découverte de cadavres, tout le monde il y a l'attroupement. Absolument. Voilà.
Donc ces gens qui viennent créer l'attroupement autour du corps font disparaître les preuves et altérer d'autres. Donc la deuxième étape, c'est sécuriser la scène de crime pour qu'il n'y ait pas d'intrusion. La troisième étape maintenant, il faut geler les lieux. Le gel des lieux consiste à faire des photographies, des plans et des croquis. Les photographies vous permettent de maintenir la scène telle qu'elle est. Dès que vous l'avez déjà maintenue, c'est ce qu'on appelle donc le gel des lieux ou fixer les lieux. Dès que les lieux sont gelés, vous pouvez aller dans votre bureau, vous étudiez la scène de façon minutieuse. De telle manière que lorsque vous étiez sur le terrain, peut-être qu'un détail vous a échappé. En regardant les photographies, en regardant les croquis, en regardant les plans, vous pouvez repérer l'indice que vous n'avez pas vu pendant que vous étiez sur le terrain. Donc, voilà, quelle que soit la scène de crime, que ce soit à l'air libre, que ce soit une scène de crime aquatique ou subaquatique. Parce que lorsqu'il y a un crime dans l'eau, vous avez affaire à une scène de crime subaquatique. Et la scène de crime subaquatique a ses enquêteurs qui sont d'abord formés comme plongeurs. Mais Jean-Charles, quand je vous entends, je veux dire, ça donne l'impression d'être un idéal parfait. Donc, qui regardons également de temps en temps des séries ou des films qui viennent de l'extérieur. Quand un crime se passe, c'est vrai, vous me direz c'est une scène de cinéma, mais ça peut se reproduire dans la réalité. On voit quand même qu'on s'y construit à travers des bandes. Oui, ce sont des rubans. Des rubans. Des rubans en PVC de couleur jaune, avec inscription. Ce sont des images qu'on ne voit pas toujours ici chez nous. Lorsqu'un crime est commis, que ce soit dans le quartier, on découvre par exemple tôt le matin une victime qui est couchée, c'est tout le monde qui s'y mêle, c'est tout le monde. Mais à partir de là, comment est-ce que vous réussissez à isoler les éléments intrus, par exemple, d'une scène comme celle-là? Bien, je voudrais d'abord préciser que ça dépend, parce que les populations ne cognent pas toujours à la bonne porte. Les unités qui sont habilitées à intervenir sur les scènes de crime, c'est la police judiciaire. Bien, qu'est-ce qui arrive souvent? Quand il y a un crime comme ça, découverte de cadavres, on va peut-être voir Premier commissariat du coin où les gens n'ont pas de matériel, où il n'y a pas de cadre capable de mener une telle enquête, qui sont occupés peut-être à d'autres choses, à la sécurité, ainsi de suite. On va leur dire qu'il y a un corps là-bas et aussi il se déploie. Vous ne pourrez jamais voir les rubans et le matériel d'interdiction d'une scène, vous n'allez jamais voir. Mais si vous allez à la police judiciaire ou bien au service central, la gendarmerie a également un service équivalent. Ce matériel existe. Vous verrez de tous les bandes adhésives, vous verrez le matériel pour conditionner les indices, vous verrez d'abord, les unités sont dotées de mallettes de police judiciaire. Et dans les mallettes de police judiciaire, vous avez le kit. Il y a les kits qui sont dans les mallettes de police judiciaire qui vous permettent, n'est-ce pas, de vous déployer en toute sécurité. Alors, une fois sur le terrain, sur une scène de crime, pour parler comme dans votre jargon, comment on planifie le déploiement des éléments? Y a-t-il une méthodologie ou alors c'est au premier indice que les enquêteurs qui sont sur les lieux se concentrent ou il y a des procédés spécifiques? Comment ça se passe? Il y a des procédés, ce n'est pas tout le monde qui pénètre dans la scène de crime. Lorsqu'il y a découverte de cadavres, peut-être dans un bureau ou dans une chambre, il y a le directeur d'enquête dans un premier temps et le médecin légiste qui doivent pénétrer dans la scène. Le médecin légiste vient constater si la victime est morte ou alors il y a encore des signes de vie en elle. Dès qu'il constate le décès, il finit de faire les constatations, il se retire, on donne la place au technicien de scène de crime, qui est généralement connu sous le nom de TIC. TIC, c'est technicien en identification
criminel, mais l'appellation qui est généralement utilisée par la police, c'est technicien de scène de crime. C'est lui donc qui vient figer les lieux, c'est lui qui vient récolter des indices, c'est lui qui vient... bref, la résolution de l'affaire dépend en grande partie du travail qu'il doit faire sur la scène de crime. Et il se retrouve à faire des diagnostics. Non, le diagnostic sur le corps, c'est le légiste qui le fait. Le technicien de scène de crime, son problème, c'est... Les éléments matériels. Oui, c'est de recueillir. Parce que quand vous arrivez sur une scène, ce n'est pas tous les éléments qui sont visibles à l'œil nu. Il y a donc les procédés chimiques ou lumineux qui vous permettent de mettre en évidence, ça c'est le terme technique, la mise en évidence des traces. Vous mettez les traces en évidence, ça veut dire les rendre visibles. Par exemple, si ce studio est une scène de crime, il y a des indices partout ici que vous ne voyez pas. Bien, si je viens par exemple avec un produit comme la ninédrine, qui est un procédé chimique pour révéler les empreintes digitales, j'asperge, parce que c'est des flacons comme ça avec... voilà, dès que j'asperge peut-être sur la table, les empreintes vont apparaître. Okay. Les empreintes vont apparaître et comme ça, on pourra les photographier. Ou alors, si je veux utiliser un procédé lumineux, je vais utiliser, il y a une torche, par exemple, qu'on appelle le polylight. C'est une torche qui a une lumière ayant plusieurs longueurs d'onde. Lorsque vous envoyez la source sur le lieu où vous soupçonnez qu'il y a les empreintes digitales, ces empreintes se mettent à briller et vous pouvez les photographier. Et la police judiciaire camerounaise détient tout ce matériel? Pas encore. Pour le moment, nous utilisons le ruban adhésif. Et à partir de là, les enquêtes se déroulent comment? Sur la base des déductions, des suspicions? Parfois, vous savez que pour que l'empreinte digitale ou l'empreinte génétique soit efficace, il vous faut avoir un fichier automatisé des empreintes digitales ou alors un fichier automatisé des empreintes génétiques. Ça vous permet de comparer. Ça veut dire que lorsque vous avez prélevé une empreinte sur la scène de crime, vous comparez avec votre banque de données. Dès qu'il y a un signalement, alors en ce moment, on a le suspect. Mais les fichiers sont en train d'être mis sur pied. Et comment je crois que d'ici, dans les prochaines années, nous aurons des fichiers automatisés des empreintes digitales. Et à partir de là, on peut donc aboutir à une constatation de la mort sur la base des indices. Alors, comment est-ce qu'on met donc ces deux éléments? Vous avez parlé du légiste et du technicien qui vient recueillir, une fois que chacun, je présume, selon sa spécialité, fait son travail. La synthèse, elle se déroule à quel niveau? Par le directeur d'enquête? Dès que les indices ont été prélevés, ils sont envoyés au laboratoire. Donc, il y a le laboratoire de police technique et scientifique qui intervient. C'est le laboratoire, vous avez parlé des films tout à l'heure, c'est les films. Vous verrez que dans le film, la même personne prélève des empreintes, la même personne mène des enquêtes, la même personne, et c'est tellement rapide. Vous pouvez avoir un profil génétique après 6 mois, 1 an. Donc, ce n'est pas les choses que l'on fait, on a le résultat tout de suite. Donc, dès que le technicien de scène de crime a déjà prélevé des traces, les éléments sont envoyés au laboratoire pour être exploités et en fonction des résultats, on communique au directeur d'enquête qui centralise tout et rend compte au procureur de la République. Et ça vous permet de déterminer les formes peut-être médico-légales de la mort? La forme médico-légale de la mort est déterminée par le médecin légiste. Ça se fait sur place. Hein. Ça veut dire que lorsque vous arrivez sur les scènes de crime, vous savez que parmi les formes, il y a 3 formes médico-légales. Vous avez la forme accidentelle, vous avez la forme criminelle et vous avez la forme naturelle. Donc, soit on meurt d'une mort naturelle, soit on meurt d'une mort violente, soit alors on meurt d'une mort accidentelle. Voilà les 3 cas de figure que l'on peut retrouver. Sur ces crimes. Et à partir de là, une fois qu'on a donc abouti à distinguer ces morts, on peut peut-être constater que c'est une mort violente.
Il faut désormais déterminer les causes. Dès qu'il y a mort violente, en ce moment-là, il y a l'obstacle à l'inhumation. C'est-à-dire? Ça veut dire que vous ne pouvez pas enterrer le corps sans que la police ait fait des conclusions de l'enquête. Dès qu'il y a mort violente, il y a ouverture d'une enquête automatiquement. Et vous ne pouvez pas, parfois la famille vient, parfois on a souvent ce souci avec nos frères de confession musulmane, qui pour eux le corps ne doit pas passer la nuit. Eh bien, bon, ben, on est souvent obligé de leur dire que non. Des raisons d'enquête. Le ministère public a ouvert une enquête, il faut absolument qu'on fasse au moins l'autopsie. L'autopsie est très importante parce que lorsqu'il y a mort violente et qu'il n'y a pas d'autopsie, on ne pourra jamais connaître les causes de la mort. Et en quoi consiste cette autopsie? L'autopsie consiste à examiner la dépouille à l'intérieur, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de levée de corps. Bien, la levée de corps consiste à examiner, à un examen externe du corps. Ça veut dire que vous arrivez sur les lieux. Si vous n'avez pas de médecin légiste, l'officier de police judiciaire doit mettre ses gants, il déshabille le corps, il regarde s'il y a des traces de violence ou alors s'il y a une orifice d'entrée et une orifice de sortie, il conclut qu'il s'agit d'une mort par balle. S'il y a les traces de violence, il conclut que c'est une mort violente. Bien, s'il y a le légiste, c'est le légiste qui doit faire ce travail. Mais je vous ai dit tout à l'heure que l'officier de police judiciaire n'a pas toujours le légiste. Il faut donc qu'il soit indépendant. Donc, ne serait-ce que la levée de corps, il faut que l'officier de police judiciaire soit capable de faire la levée de corps. Dès qu'il a terminé avec la levée de corps, ça c'est la première étape. La seconde étape, le corps est conduit à la morgue pour l'autopsie. Et là, l'officier de police judiciaire, il signe une réquisition qui est déposée à la morgue de l'hôpital, désignant un praticien qui doit pratiquer l'autopsie. Maintenant, l'autopsie se pratique comment? Il y a une méthode traditionnelle qui consiste à ouvrir le corps en forme d'Y. Ça veut dire qu'on ouvre à partir des deux épaules, on prend comme ça jusqu'au niveau du pubis. On ouvre le corps, ça c'est la méthode en Y. Il examine le thorax, il examine l'abdomen. Bon, il peut également examiner le cou. Par exemple, si s'il s'agit d'un cas de pendaison, il va examiner le cou, les os, les muscles, le larynx, tout cela. Est-ce que c'est écrasé? Est-ce que c'est en état? Est-ce qu'il y a eu dissection lorsque la victime a balancé au bout de la corde? Ce sont les marqueurs, n'est-ce pas, de la pendaison. Pardon. Donc, lorsque le médecin légiste a déterminé donc la cause réelle, parce que je vous ai dit que la levée de corps, c'est pour déterminer la cause probable. Mais la cause réelle, c'est le légiste, c'est l'autopsie qui va la déterminer. Et il est clair que tout cela est bien encadré par la loi. Je veux dire qu'on ne se réveille pas un matin et puis on procède à une autopsie, même si on est forcément légiste. Non, le légiste lui-même ne peut pas s'auto-saisir. Il faut qu'un officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction le saisisse pour se déployer. Et à partir de là, je veux dire que ça lui permet d'être prémuni de toute... parce que vous savez, dans nos... nous ne sommes pas forcément dans les secrets des enquêtes, mais il se dit tellement de choses autour, non pas que on ne fait pas confiance à ceux-là qui mènent les enquêtes, mais je veux dire, il n'y a aucun risque que, à la conclusion, les éléments soient dénaturés, soient... Non, vous savez, le médecin légiste prête serment. Voilà. Le médecin légiste prête serment, donc il ne peut pas tronquer les faits. D'abord, il prête serment en tant que médecin, le serment d'Hippocrate, donc il ne peut pas tronquer les faits. Dès qu'il a fait un diagnostic, par contre, il peut se tromper. Pas seulement le médecin légiste, les experts, par exemple, que ce soit en empreinte génétique,
ils peuvent se tromper. Ça veut dire que peut-être, et tout, l'erreur peut provenir du prélèvement. Peut-être que le prélèvement a été mal fait. Mais pourquoi l'erreur? Vous insistez que ça peut provenir plutôt de cet élément précis. Du prélèvement. Oui. Oui, parce que le prélèvement ne doit pas être pollué. Ah, d'accord. Parce que si vous venez, par exemple, on conseille souvent aux enquêteurs, lorsqu'ils pénètrent dans une scène de crime, de se protéger. Il y a une tenue appropriée pour la scène de crime. Vous avez la combinaison intégrale, vous avez les masques, vous avez les surchaussures, vous avez des gants qui font en sorte que votre empreinte ne peut rester nulle part. Ou bien, et puis il y a des choses à éviter. Lorsqu'on est sur une scène de crime, on ne doit pas manger, on ne doit pas fumer, on ne doit pas cracher. Tout cela, si vous le faites, vous laisserez votre ADN sur la scène de crime. Vous ne devez pas déplacer les choses n'importe comment. En les déplaçant, forcément, vos empreintes vont rester. Et ça complique la tâche aux enquêteurs. Parce que ceux qui viendront prélever ces empreintes, s'il fallait isoler un ou deux suspects, ils auront à isoler une dizaine de suspects, ce qui va compliquer davantage le travail. Donc, s'il n'y a pas eu pollution de la scène, si les traces ont été bien prélevées, il n'y a aucune raison qu'on aboutisse à une erreur. Et je présume que la tâche, peut-être dans vos enquêtes, la plus compliquée, c'est souvent lorsqu'il y a mort violente. Ce qui est compliqué, c'est la mort, et c'est ça l'enquête. Parce que j'ai l'habitude de dire souvent à mes collaborateurs que lorsque on dépose plainte ici pour escroquerie et abus de confiance, ce n'est pas une enquête. Ce n'est pas une enquête parce qu'on sait déjà qui a pris l'argent. Ce n'est pas une enquête. On ne fait pas enquête contre X. Bon, l'enquête, c'est lorsque vous allez, par exemple, il fait une période à Yaoundé, on découvrait les corps dans le lac municipal. Vous arrivez, on vous dit qu'il y a un corps dans le lac municipal. Vous n'étiez pas là. Personne, il n'y avait pas eu de témoin. Mais le corps est là, il faut résoudre l'affaire. Voilà une enquête. Bon, mais des affaires où on vient porter plainte contre tel pour escroquerie, abus de confiance, pour escroquerie foncière, généralement, je leur dis que ce ne sont pas des enquêtes. Et quels sont les différents types donc, de morts violentes auxquels vous faites peut-être le plus souvent face? Et comment est-ce que vous résolvez ce type d'enquête-là? Bien, généralement, les morts violentes auxquelles nous faisons face, il y a d'abord les pendaisons. Il y a la pendaison. Bien, la pendaison, généralement, c'est vraiment les pendaisons parce que pour une pendaison homicide, parce que dans les formes médico-légales, vous avez la pendaison homicide, vous avez la pendaison accidentelle et vous avez la pendaison suicide. La pendaison suicide est la plus fréquente, mais la pendaison accidentelle est rare. Peut-être ça peut survenir au niveau des nouveau-nés qui se débattent peut-être dans leur berceau, ils s'entremêlent les moustiquaires ou bien quoi que la maman attache, bien ça, elle peut survenir. Maintenant, la pendaison criminelle est difficile. Pourquoi? Parce qu'elle nécessite une pluralité d'auteurs. Une seule personne ne peut pas réaliser une pendaison suicide. Pourquoi vous avez cette conclusion? Je veux comprendre. Parce que vous ne pouvez pas, parce que même si c'est un enfant, il va se débattre. Vous ne pouvez pas attraper quelqu'un, le soulever et mettre sa tête au bout de la corde et le laisser, parce que c'est difficile. Donc lorsqu'il y a pendaison homicide, ça signifie qu'il y a au moins une pluralité. Oui, oui, il y a plus d'une personne. Et il y a d'autres types de morts violentes? Il y a d'autres types de morts violentes. Il y a par exemple les coups mortels. D'accord. Il y a les coups mortels. Vous avez la strangulation à la main. Ça veut dire que la strangulation à la main, dès qu'il y a strangulation à la main, on sait déjà que dans le profil du criminel, c'est quelqu'un qui est plus costaud que la victime, qui est plus fort que la victime. Il y a la strangulation au lien. Ça veut dire que quelqu'un vient, il met la corde au cou de sa victime et il serre. Et dès qu'il serre violemment, il y a asphyxie qui se produit au niveau du cerveau. La victime sombre dans l'évanouissement et puis
elle décède. Et en ce moment-là, une enquête qui implique l'asphyxie mécanique nécessite une autopsie au niveau des voies respiratoires et du cerveau, parce que l'asphyxie mécanique laisse toujours des lésions que l'on peut retrouver. Alors, les prélèvements ont été faits, les causes, on les a déterminées. Maintenant, il faut trouver les raisons. Le mobile du crime. Voilà. Le mobile, c'est généralement très difficile de déterminer le mobile, mais vous verrez que pour que l'enquête soit complète, il faut trouver le mobile. Et généralement, c'est difficile. Pourquoi? Parce que le criminel, parfois, il refuse de parler. Et s'il refuse de parler, il faut que l'officier de police judiciaire émette les hypothèses. Et généralement, lorsque le criminel est confronté à un faisceau d'indices, il est obligé de vous avouer. Là, on peut savoir si le mobile, c'est de l'argent, si c'était le vol, si c'était la jalousie, si c'était, bon, chaque criminel a son mobile. Ben, je veux dire que comment l'officier, lui, arrive à ces... Et c'est d'ailleurs souvent là que les suspicions de torture, de menaces, de violence sur le suspect surgissent. Un suspect qui refuse de parler, vous avez des éléments qui montrent que c'est lui, mais il ne fait pas d'aveu. Comment l'enquêteur réussit à finalement déterminer le mobile dans ce cas-là? Bon, d'abord, pour l'affaire de stalker les aveux, je préfère qu'on conjugue ce verbe à l'imparfait. Parce que si on le conjugue au présent de l'indicatif, ça signifie faut dire que c'est plus le cas. Je préfère qu'on le conjugue. C'est d'ailleurs lointain. Je préfère qu'on le conjugue à l'imparfait, parce que l'imparfait de l'indicatif indique une action qui s'est déroulée dans le passé, mais qui a encore peut-être les conséquences dans le présent. Et là, peut-être pour une fois dans l'émission, je vais revenir au commissaire principal. Les téléspectateurs nous écoutent, hein. Il y a des gens qui sont dans les commissariats qui nous écoutent. Oui. Vous dites qu'aujourd'hui, ce sont des méthodes qui ne sont plus... Pas dans le cadre de l'enquête. Les gens peuvent composer des actes qu'ils veulent, mais dans le cadre de l'enquête, d'abord, le code de procédure pénale est clair. Si les aveux ont été extorqués, si les aveux ont été recueillis par des méthodes par malice ou bien par, je ne sais pas, bon, ce n'est pas recevable, hein. Et l'officier de police judiciaire encourt des sanctions pénales disciplinaires et il peut même dédommager le criminel. Hein. Et du haut de votre expérience, vous avez souvent vécu, il est souvent arrivé que dans les procédures, on en arrive à ces conclusions-là, que l'enquête n'a pas été bien menée, l'officier qui a peut-être n'a pas utilisé toutes les procédures, le process pour aboutir à ces conclusions. Il a été dessaisi, il a été poursuivi, il a été condamné. C'est souvent arrivé? Il y a des officiers de police judiciaire qui sont souvent cités en justice pour des exactions. Peut-être ils ont fait usage de leurs armes. C'est pour cela que en commettant cet ouvrage, nous avons voulu que policiers, magistrats, experts parlent le même langage. Parce que j'ai toujours en mémoire cette anecdote où j'avais assisté à un procès. L'auteur avait fait usage d'une arme à feu. Bien, et lorsqu'il fallait le condamner, il a pris 15 ans de prison et il a fait appel. Bien, maintenant, lorsque la défense de l'accusé avait parlé de tir à bout portant ou à bout touchant, la collégialité était perdue. J'avoue que je la rejoins. J'étais assis, mais la procédure ne me permettait pas d'intervenir et de leur expliquer ce que c'est qu'un tir à bout portant, un tir à bout touchant, un tir à distance. Parce que lorsque vous déterminez ces notions, ça vous permet de savoir
si la personne qui a tiré était en légitime défense ou alors elle a abattu la victime de sang-froid. Bien. Donc, ça fait que ce manque d'uniformité, l'absence parfois de l'insuffisance de connaissances, c'est pourquoi je vous ai dit, on ne peut vraiment pas blâmer X ou Y, parce que je vous ai pris l'exemple de la plus belle fille du monde qui ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, lorsque nous avons tous ces connaissances, ça nous permet de parler le même langage et de rendre une décision juste. Mais on ne va pas faire l'économie de l'apprentissage. À bout portant, à bout touchant, à bout, c'est quoi les subtilités? Bon, lorsque je viens, je suis peut-être à moins d'1 mètre de vous. Je tire sur vous à bout portant. À bout touchant, généralement, lorsqu'un tir a été fait à bout touchant, vous remarquez qu'il y a les petites brûlures sur la peau. Ça veut dire qu'il a tiré, vraiment, l'arme était collée à la joue. Il y a un autre passage qui m'intéresse dans votre ouvrage. Les mobiles des tueurs en série. Ça existe chez nous, cette catégorie de tueurs-là? Vous avez connu les crimes de Mimboman? Ah oui. Ça, c'est les crimes en série. Oui. C'est les crimes en série. Et le crime en série se résout généralement par des techniques telles que le profilage psychologique, le profilage géographique, la géolocalisation. Et puis, on ajoute les empreintes digitales, les empreintes génétiques, si jamais on retrouve des traces et indices sur les lieux que l'on peut recueillir pour identifier. Mais le profilage psychologique permet de déterminer n'est-ce pas, quel type de criminel on a. État d'esprit. L'état d'esprit du criminel, ses motivations, ça peut même amener à savoir la profession du criminel. Est-ce qu'il travaille? Est-ce que c'est quelqu'un qui est asocial? Est-ce qu'il est un chômeur? Est-ce que c'est ça le profilage psychologique? Le profilage géographique vous permet de faire l'économie des moyens. Il vous permet de savoir que telle personne habite peut-être telle zone géographique. Ça veut dire que vous allez circonscrire vos recherches, vous n'irez pas au-delà. Et généralement, quand il y a un technicien qui connaît bien son travail, il peut vous dire que le suspect habite tel quartier et en ce moment, on connaît ses heures, les heures pendant lesquelles vous perd, parce que comme c'est les crimes en série, on les étudie minutieusement, on sait à quelle heure ils se produisent, on sait à quel type de femme le tueur s'attaque. Bien, en ce moment-là, on peut très bien déterminer son profil et arriver à mettre la main sur lui. Mais dans les cas les plus complexes, un crime qui est commis, je veux dire un tueur en série qui procède, pas forcément dans la même méthodologie. Le premier crime peut être observé à 10 heures, l'autre à 19 heures. Les lieux pas toujours identiques. Non. C'est difficile. Non, c'est difficile. Ils ont toujours un profil psychologique. Ce sont des choses scientifiques. Le criminel, le tueur en série, c'est quelqu'un qui est mentalement instable. Okay. Bon, et en plus, peut-être des horaires ou bien des lieux ou bien de type de femmes qu'il choisit, il y a un autre élément qui entre en jeu. C'est le mode opératoire, c'est la signature du criminel également. Parce que le tueur en série signe toujours le crime. Quand il signe le crime, c'est ce qui le distingue des autres criminels. Vous pouvez avoir dans une localité plusieurs criminels en série, mais à partir de la signature, vous allez les distinguer. Et il y a également des emblèmes. D'autres ont des emblèmes qu'ils laissent sur la scène de crime. Et la signature ici, ça veut dire qu'il peut bien, il tue sa victime, mais il va au-delà. Ce qu'on appelle, les anglo-saxons appellent overkill. Ça veut dire qu'il va au-delà de tuer. C'est ça sa signature. Ça peut être des faits conscients ou inconscients? Ce sont des faits conscients, mais comme je vous ai dit que c'est quelqu'un qui est généralement instable, bon, il y a dans d'autres juridictions des psychologues, des psychanalystes, il y a des criminologues.
ils étudient. Donc vous avez suivi l'actualité dernièrement, il y a quelqu'un qui a assassiné ses enfants. Voilà. Et quand quelqu'un arrive à verser son propre sang, c'est quelqu'un qui est instable mentalement. Alors il faut un psychologue, il faut un psychiatre pour connaître les mobiles et pour voir ce qui l'a amené vraiment à en arriver là. Et évidemment, ça peut être les circonstances de la vie. Alors, ben, j'observe également que vous parlez des des criminels psychopathes et psychotiques. C'est quoi la nuance? Le psychopathe, généralement, c'est un malade. Okay. C'est malade, un psychopathe. Ça veut dire que, et généralement, c'est quelqu'un qui est très violent. Il est très violent et lorsque vous voyez les scènes de crime d'un psychopathe, c'est souvent ahurissant. Contrairement à celui au psychotique, qui lui, il est plus modéré. Alors, autre élément, dans votre document, il y a l'identification oui. d'un corps. Oui. Comment ça se procède? Bien. Les corps qui sont abandonnés à l'air libre, ou bien même dans un immeuble, après un certain temps, entament la phase de la putréfaction. Parce qu'il faut qu'on comprenne très bien, lorsque la vie quitte un corps, lorsque la personne décède, le cœur ne pompe plus le sang. Le sang qui est privé d'oxygène tente à se déposer sur les parties les plus basses du corps. Si la victime est couchée sur le dos, vous allez observer à partir de la 4e, la 5e, la 6e heure, ce qu'on appelle les lividités cadavériques. Les lividités cadavériques, vous allez observer que la peau est colorée d'un genre de bleu, ainsi de suite, et ces lividités généralement bougent parce que le sang n'est plus de bonne qualité pour que les globules rouges soient fixés au niveau du sang. Donc, ces lividités bougent le plus souvent. C'est un marqueur de temps post-mortem également, les lividités cadavériques. Parce que je vous l'ai dit, les lividités surviennent à partir de la 4e pour certains crimes et la 6e heure. Donc, si vous trouvez un corps qui présente les lividités, vous pouvez conclure que ce corps est là depuis au moins 4 heures de temps. Bien, en plus des lividités, vous avez la rigidité cadavérique. Ça veut dire que le corps devient dur. À partir de 6 heures, le corps est dur. Cette rigidité va disparaître peut-être après la 12e heure pour redevenir souple. Et dès que le corps redevient souple après la rigidité, c'est la phase de la putréfaction. Et lorsque il y a la putréfaction précoce, ça veut dire que peut-être dans les 48 ou 72 premières heures, il y a encore les parties molles. Ça veut dire qu'il y a le visage, il y a encore la peau, ainsi de suite. On peut identifier la victime. Mais au-delà de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, le visage n'est plus là, mais on doit identifier la victime. En ce moment, on peut utiliser soit la méthode d'ADN. Okay. On utilise en ce moment-là, on fait appel à l'odontologie médico-légale, qui est la science qui étudie les dents. Et la dent conserve souvent l'ADN, d'autant plus que c'est un organe qui peut résister même à 1000 degrés de chaleur. Donc, c'est une source d'ADN, la dent. On peut identifier à partir de la dent. On peut faire la reconstitution faciale. La reconstitution faciale, elle consiste à partir des os du crâne à monter, n'est-ce pas, les motifs de manière à pouvoir reconstituer le visage de la victime. Et dans tout cela, quelle est la marge d'erreur? Est-ce que vous, au niveau des enquêteurs, avez-vous suffisamment d'instruments pour pouvoir, de façon scientifique, évacuer tous les risques d'erreur? Bien. J'ai dit là en introduction que ce livre, c'est une bouteille à la mer. La bouteille à la mer, ça veut dire que
c'est un message que vous avez lancé avec l'espoir qu'un jour, les générations futures vont ouvrir la bouteille, ils vont lire le message et ils sauront là où vous avez caché le trésor. Bien, malgré tout, il y a quand même des efforts parce que notre objectif, avec le chantier que nous nous sommes donné, c'est de mettre sur pied une école des enquêtes criminelles camerounaises. Et nous nous sommes engagés dans ce chantier. Nous allons faire des propositions pour que cette école voit le jour, n'est-ce pas? Et dans l'évolution, vous estimez que nous en sommes à quel stade, éventuellement? Bon, si on prend les divisions de l'histoire, nous savons qu'il y a l'âge de la pierre taillée, il y a l'âge de la pierre polie, il y a l'âge des métaux. Peut-être que nous sommes à l'âge des métaux. mais ce qui m'intéresse toujours, dans le process des enquêtes, comment est-ce que vous réussissez à déterminer les différentes phases? Vous arrivez sur une scène, vous trouvez un corps, et vous dites, celui-là, ça fait 2 jours. Celui-là, ça fait 2 heures. Quels sont les procédés qui... Bien. Je vous ai parlé des méthodes de datation de la mort. On peut utiliser la méthode du thermomètre. Ça veut dire que à l'air libre, par exemple, vous savez que la température baisse d'1 degré toutes les heures. Vous prenez donc le thermomètre, s'il n'y a pas de légiste, vous l'OPJ, vous mettez vos gants, vous cherchez à placer le thermomètre là où on a l'habitude de prendre la température du cadavre. On peut peut-être enfoncer au niveau du rectum et attendre le temps nécessaire. Après, vous enlevez le thermomètre. Vous savez que l'air ambiante, bon, la température ambiante, c'est 37 degrés. 37 degrés, c'est ça? Absolument. Voilà. Bon, maintenant, en fonction de ce que vous allez trouver sur le thermomètre, s'il y a -7, ça veut dire que le corps est là depuis 7 heures. Ça, c'est la méthode de thermomètre. Voilà. Il y a également, je vous ai parlé des lividités cadavériques. Si vous trouvez les lividités, ça veut dire que le corps est là de au moins depuis 4-5 heures. Si vous trouvez le corps est rigide, également, vous pouvez le dater. Vous pouvez dater la mort. Donc voilà autant de procédés. Et il peut également arriver que tout malin, le suspect ou alors ceux qui commettent ces crimes, trouvent des subtilités pour vous détourner, peut-être des mobiles, des motifs. Comment est-ce que vous arrivez à démontrer tout cela? Le suspect peut chercher à nous détourner de lui. Ça veut dire que quand vous arrivez sur la scène de crime, il est le premier à venir vers vous. Ah, d'accord. Ah, chef, vraiment, c'est comment, est-ce qu'il y a... Donc, il se montre généralement très coopératif. Il est très Et ça, c'est des éléments qui... Tout à fait. Attirent l'attention. Ça attire l'attention. Bon, ça attire l'attention. Et vous pouvez également trouver sur une scène de crime quelqu'un qui affiche un comportement inhabituel. Lorsque quelqu'un affiche un comportement inhabituel, il faut l'interpeller. Ou alors, si on ne l'interpelle pas, on peut signaler aux collègues en décrivant peut-être ses vêtements, son aspect, ainsi de suite. Celui-là nous intéresse. Et vous parlez également des catégories d'homicides à bord d'un véhicule, les types de blessures, ça c'est des subtilités? Non, il y a les homicides maquillés en accident de la circulation. D'accord. Ça veut dire que quelqu'un tranquillement chez lui commet un crime. Il commet un crime. Non, il tue sa victime, il la met dans la voiture et il va peut-être sur une pente. Il laisse couler la voiture pour qu'on pense que peut-être que la victime est allée heurter un talus et elle est décédée. À ce moment-là, il y a des experts en accidentologie. Tout ça, on les retrouve au Cameroun. Je vous ai dit qu'il s'agit d'une bouteille à la main. D'accord. Là, vous me rassurez. Parce que... il y a des experts en accidentologie, mais je vous ai dit tout à l'heure que quand vous savez là où vous allez, vous n'avez pas besoin qu'on vous donne trop de moyens. Absolument. Vous pouvez même utiliser le simple constat d'accident pour démontrer que ça, il ne s'agit pas d'un accident. Bien. Et puis, lorsque la personne est, par exemple,
assassiné dans un véhicule, vous allez par exemple trouver du sang, une grande quantité de sang dans le véhicule. Bien. Et si la personne a été tuée et déposée peut-être au niveau du volant, ou bien, bon, il y a les astuces. On peut déterminer la taille de la victime et voir au niveau du siège si ses pieds pouvaient arriver au niveau des pédales. Bon, la ceinture, est-ce qu'il avait mis la ceinture? Est-ce qu'il y a les empreintes digitales sur le volant, ainsi de suite? Mais dans le cadre de ce processus-là, quelles sont les plus grosses difficultés que vous rencontrez éventuellement? Les plus grosses difficultés, généralement, c'est la matière, ça veut dire que les cadres. La plus grosse difficulté, c'est des experts. Il faut avoir des experts, parce que quand vous avez un expert, il sait au moins ce qu'il doit faire. La deuxième difficulté, c'est le matériel. Vous savez que nous, on n'en fabrique pas. Et le matériel de police technique et scientifique coûte cher. La police judiciaire coûte cher. Et alors, en matière de statistiques éventuellement, évidemment, lorsque vous êtes convaincu en tant qu'enquêteur que ce monsieur, c'est lui qui a commis le crime, il faut bien qu'on le juge. Et en matière de statistiques, si on essaie de faire une évaluation, et ça permet également de déterminer l'efficacité, il faut le dire, puisqu'on est en phase d'un ouvrage de la police judiciaire. Combien de cas, dans l'intime conviction, pour utiliser votre jargon, peuvent dire, ou alors vous, du haut de votre expérience, vous pouvez dire vraiment au Cameroun, sur 100 cas, on peut dire que 75%, on a l'intime conviction que les crimes ont été commis. Pour le moment, justement, vous parlez de l'intime conviction. Mais je vous ai dit au début qu'il faut aller au-delà de l'intime conviction. Les criminels qui sont arrêtés, pour l'instant, vous parlez de 75%. Moi, je peux parler de 99%. Hein. De l'efficacité de notre police judiciaire. Oui, oui, de 99% de l'efficacité. Mais ce que je vous dis là, c'est le piège de quelqu'un qui avoue un crime qu'il n'a pas commis. Okay. C'est ça la difficulté. Parce que vous avez quelqu'un qui... C'est encore plus facile que quelqu'un nie. Là, il vous amène à creuser, à travailler. Et le criminel n'est pas obligé même de dire la vérité. Hein. Il doit même mentir pour que l'officier de police judiciaire étale son talent. Et généralement, lorsque le criminel est mis face à des indices récoltés sur la scène des crimes, il est obligé. En ce moment-là, c'est lui qui dit non, non, chef, attendez, je vais vous dire. Bon, au lieu donc de le taper pour lui demander ce qui s'est passé et il ment, c'est mieux de travailler en amont et lui présenter. Les subtilités. Pas des subtilités, les éléments probants. D'accord. Des éléments probants. Par exemple, si on n'a pas, on peut même trouver, par exemple, dans le cas d'un cambriolage, les objets recélés. Ça veut dire que vous avez mené une perquisition à son domicile, vous retrouvez les objets volés. Ben, ces objets le relient forcément à la scène de crime. Ou bien quelqu'un a été assassiné dans une maison et la bague ou bien les bijoux ont été volés, ou bien un téléviseur, un téléphone portable. Généralement même, chez nous, les criminels adorent les téléphones portables. S'il y a un smartphone sur vous, c'est la première chose qu'ils piquent, c'est le smartphone. Et à travers... Au lieu de s'en débarrasser, fatalement... Ils s'en servent. C'est ce que je dis. Bon, et moi, je n'ai jamais compris comment le criminel... bon, c'est vrai qu'il commet toujours les erreurs. Hein. Il commet toujours les erreurs. N'importe qui commet toujours une erreur. Il n'y a pas de crime parfait. Donc, à travers le smartphone, donc, on retrace le parcours du criminel et on met la main sur lui. Alors, l'œuvre, vous le mettez donc à la disposition de tous les acteurs dans le processus de l'enquête. Il s'agit spécifiquement de qui? Tout le monde. Par exemple, quand je parle des OPJ, les OPJ s'en inspirent pour faire leur travail. Les magistrats s'en inspirent pour rendre leurs décisions. Les avocats s'en inspirent pour défendre leurs clients. Des deux côtés, qu'il soit le criminel ou la victime.
Il s'en inspire. Le public, vous pouvez avoir perdu votre proche et peut-être la police n'a pas bien mené les enquêtes. Vous êtes à même de dire que non, bon, peut-être nous, on sollicite une contre-expertise. Et là, une requête au niveau du procureur de la République, il peut accéder, ou du juge d'instruction, on peut accéder à votre requête et on réexamine l'affaire. Toujours au niveau de la police judiciaire? Non, non, je dis, oui, au niveau, par exemple, si vous estimez que la police n'a pas bien fait, en lisant l'ouvrage, vous allez relever que, bon, on dit qu'il y a eu strangulation. Mais je n'ai pas vu, ou bien une pendaison à la corde, ou bien une strangulation au lien. On a examiné le corps, est-ce qu'il y avait le sillon? Parce que quand on a utilisé un lien, ça laisse toujours un sillon au niveau du cou. Il n'y a pas eu écrasement du larynx, il n'y a pas eu asphyxie parce que j'ai pu accéder au rapport d'autopsie, il n'y a pas eu asphyxie mécanique, mais comment on peut parler de strangulation? Donc forcément mon neveu n'a pas fait ça. Et à partir de là, on va effectivement réexaminer le problème pour voir s'il n'y a pas de signe anatomopathologique, par exemple, de la strangulation. Vous faites une requête au niveau du juge d'instruction qui va ordonner qu'on réexamine l'affaire. Et en matière de crimes, du fort de votre expérience, au Cameroun, quels sont les crimes les plus commis? Les noyades, les pendaisons, les accidents maquillés, les homicides? Au Cameroun, les crimes les plus commis, parce que même un homicide, c'est un crime contre, même la pendaison, c'est un crime contre soi-même. D'accord. Ça, on appelle cela en termes techniques l'autolyse, donc l'autodestruction. Donc il y a généralement les pendaisons. Il y a les pendaisons, il y a les strangulations. Ça survient généralement entre les amants. Parce qu'il y a des amants, parfois peut-être par jalousie, bon, ils étranglent leur compagne, ainsi de suite. Bien, il y a également les homicides par arme à feu. Ah bon? Ça veut dire que, le braquage, c'est ça. Ah, d'accord. Vous voyez, les braqueurs, quand ils interviennent, ils sont souvent armés. Et lorsque... Ça peut aussi laisser croire qu'il y a une circulation assez facile des armes à feu au Cameroun. Pas une circulation assez facile. S'il y avait une circulation assez facile des armes à feu, on trouverait des corps par dizaines. Hein? Okay. Mais c'est parce que les forces de sécurité ont réussi à maîtriser ce secteur. Bon, c'est pour ça que les quelques armes qui circulent, parce qu'il n'y a pas de risque zéro non plus. D'accord. Alors le document, il est disponible déjà? Le document est disponible depuis l'année dernière à Paris, parce que le document a été publié à Paris. Bien, mais nous avons eu des petites difficultés pour les faire venir au Cameroun. Bien, et nous avons entamé la phase maintenant de l'introduction du document dans notre pays. Et vous ferez une dédicace? Tout à fait, la dédicace est prévue, la date reste encore à déterminer, mais ça sera dans un avenir très proche. 482 pages disponibles. Pour tous ceux, j'espère que je ne vais pas me retrouver un jour dans dans tous les cas, les spécialistes. Oui, je voudrais préciser que ce n'est pas un document qu'on doit lire comme un roman. D'accord. Parce que le roman, il y a une histoire qu'on raconte. Très intéressant. Voilà, on lit de la première page à la dernière pour voir le dénouement. Ce n'est pas un roman. C'est un outil de travail. Ça veut dire que si l'officier de police judiciaire ou un magistrat, un avocat, un médecin légiste a un problème de mort suspecte en fonction du crime suspecté, il ouvre le chapitre, il le regarde. Donc pour emprunter un peu aux croyants, ça peut être considéré comme une bible de travail? Oui, c'est un viatique. Okay. C'est un viatique pour tous ceux qui pratiquent le droit criminel. Jean-Pierre Motassi, je voudrais vous remercier pour... C'est déjà fini? Ah oui. Oh, on n'a pas vu le temps passer, alors qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire. 482 pages, il nous en faut peut-être plus de 90 minutes aussi. Hein. C'est disponible hein, pour tous ceux qui sont intéressés. Tout à fait, ils peuvent me contacter, ils peuvent voir au niveau de l'auteur, de l'éditeur également. D'accord.
Merci et bon retour. J'espère que ceux qui ont intérêt vont certainement s'en abreuver pour Ils ont intérêt. tout le mal qu'on peut leur souhaiter, évacuer toute suspicion autour éventuellement des crimes qui sont commis. Tout à fait. Merci, bon retour. C'est moi qui vous remercie. Voilà, monsieur, merci également d'avoir regardé cette autre édition de l'entretien avec. Nous étions, je vais le redire, avec le commissaire principal Jean-Pierre Moutassé, qui vient de commettre un livre, Les techniques d'enquête criminelle, typologie des crimes et constatations médico-légales. Tous ceux qui sont intéressés vont certainement y trouver des réponses. Merci et à jeudi prochain pour une autre édition d'entretien avec. Bonsoir.